société allière, c'est là où je parle des plus-values professionnelles. Si j'ai bien fait, je me suis couché un peu tard, donc j'espère avoir inséré le bon cours au dernier moment. Donc le nouveau passage sur les plus-values professionnelles. Société allière, imposition des associés. Donc voici les différentes formes juridiques possibles. Et on a aussi la possibilité pour ces opérations, les sociétés de forme commerciale, telles que la SAS, la SARL, ou la société anonyme, d'opter également pour l'IR pour 5 ans. Économique, répartition du résultat entre associés de sociétés de personnes, les associés pleins propriétaires, en principe, à proportion, répartition du résultat, du dividende, à proportion du capital. Sauf clause contraire. Donc, j'invite toujours à mettre la clause contraire pour se donner la flexibilité de jouer sur la répartition du dividende entre associés. Sinon, si ce n'est pas prévu dans les statuts, il faudra l'accord unanime avant la clôture de l'exercice, avant de savoir quelle est l'importance du résultat et donc du dividende. Et lorsque un titre est démembré, le pouvoir, en principe, de l'affectation, sauf clause contraire, de l'affectation du bénéfice revient à l'usufruitier, sauf clause contraire, hein. Mais la jurisprudence, dans le silence des statuts, dit que le dividende prélevé sur les réserves revient au nu propriétaire et le solde à l'usufruitier. Le bénéfice de l'exercice et bénéfice provenant du report à nouveau en principe. Mais sauf clause contraire. Hein. La répartition de l'impôt entre les associés de sociétés de personnes, article 8. Les associés pleins propriétaires à proportion, on l'a vu, non pas du capital, mais à proportion des bénéfices sociaux. Et concernant l'usufruitier et le nu propriétaire, en principe, ici, répartition de l'impôt, mais liberté de répartition. Lorsque la société civile est allière, article 8, hein, eh bien, les parties peuvent librement répartir l'imposition entre usufruitier et nu propriétaire, mais par une convention conclue et enregistrée avant la clôture de l'exercice. Donc, je préfère, là aussi, dans mes statuts de société civile allière, article 8, prévoir les possibilités de répartition inégalitaire. Vous voyez, par exemple, donc j'ai mes catégories de parts sociales, A, B, C, D, Z, O, les ordinaires, et je dis que la répartition, le droit financier, donc la répartition du dividende, des parts A, c'est de 0 à 100, par B de 0 à 100, par C de 0 à 100, par 1, et que la décision relève de l'associé fondateur, chaque exercice. Donc vous voyez que, comme c'est libre, je ne vais jamais à l'encontre d'une répartition différente de celle des statuts, puisque les statuts m'y autorisent, et donc je n'ai pas de convention à conclure et à déclarer auprès de l'administration avant la clôture de chaque exercice. Parce qu'on est d'accord que ça occasionne un problème dans une société allière, s'il n'y a pas de convention justement et que les bénéfices sont mis en réserve, c'est l'usufruitier qui paye de la fiscalité alors qu'il ne voit rien passer. Oui, ah oui. Alors que le résultat a vocation à revenir au nu propriétaire. Mais, sauf clause contraire, donc d'ailleurs, une des premières clauses à insérer dans les statuts, c'est que les statuts peuvent être modifiés par mois. Voilà. Enfin, par l'associé fondateur. Vous voyez, ça c'est une première chose. Hein. Alors il faudra l'accord unanime si j'augmente les engagements des associés, mais si je n'augmente pas les engagements des associés, je prendrai seul la décision de modifier les statuts. C'est puissant. Hein. Et j'ai des statuts très complexes, d'ailleurs,
Et je dis ça parce qu'à midi, je viens de recevoir un client. Là, j'ai montré vos statuts à la banque et les juristes, ils ont mis une flopée d'avocats, ils contestent telle clause. Bon, je vais répondre, mais ça m'amuse, hein, moi, d'avoir ça. Hein. Bon, mais c'est toujours intéressant. J'aime bien avoir des remarques des autres. Je remercie de lire les statuts, tiens. Mais l'idée, c'est que voilà, les statuts peuvent être modifiés pour accorder tous les pouvoirs au fondateur, sans réserve. C'est pas très démocratique, j'en conviens, mais pour moi, la démocratie, pour le monde des affaires, c'est nul. Puis même dans la vie de tous les jours. Ça c'est la politique. Donc on arrête. Enfin voilà, prévoir la libre répartition. Alors, il y a une différence aussi pour les sociétés civiles à l'IR, lorsque les parts sont démembrées, hein, l'instruction fiscale nous dit que l'usufruitier est imposable sur les bénéfices courants et le nu propriétaire sur les bénéfices exceptionnels. Et elle définit ce que c'est que les bénéfices courants et les bénéfices exceptionnels. Elle dit que les bénéfices exceptionnels, c'est la vente d'un immeuble, c'est exceptionnel. C'est la vente de titres de participation, c'est exceptionnel. Donc, en principe, la plus-value sur ces cessions-là, c'est le nu propriétaire qui doit se les manger. Attention, hein, c'est la règle fiscale, c'est pas la règle économique. Hein. Je vois quelquefois dans les statuts, l'usufruitier a droit aux bénéfices courants, le nu propriétaire a droit aux bénéfices exceptionnels. Je donne 2 baffes tout de suite, hein, parce qu'on ne sait pas ce que ça va être. Mais voilà. Et l'instruction fiscale ajoute, sauf convention contraire conclue avant la clôture de l'exercice. Et enregistrée. Donc, soyons souples dans la répartition du résultat. Mais, j'anticipe également, vous voyez bien que, attention, si je suis majoritaire en capital de la société et que je décide que l'essentiel du dividende, du résultat du dividende, revient à mes enfants minoritaires en capital, l'administration fiscale pourra dire, mais attention, vous êtes en train de transmettre un patrimoine en franchise de droit de mutation à titre gratuit et je vous colle de l'abus de droit. Alors, on a eu des jurisprudences, mais attention, des jurisprudences qui contre l'administration fiscale, mais vous avez des spécialistes qui disent « puisque l'administration fiscale s'est fait débouter, allez-y ». Non, il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut voir quelle est l'intention du client. Si l'intention du client, il n'y a pas de motivation économique pour justifier une répartition inégalitaire au profit des enfants minoritaires en capital, je ne fais pas. Je suis sur le terrain de l'abus de droit pour but principalement fiscal, quoi qu'il arrive. Mais la Cour de cassation a dit il ne peut pas y avoir intention libérale, il ne peut pas y avoir donation, donc intention libérale, parce que pour qu'il y ait intention libérale, donation, il faut remplir 3 conditions, et notamment un appauvrissement du donateur. Or, un dividende, le résultat, il appartient à la société, il n'appartient pas à l'associé ni à l'usufruitier. Donc, il ne peut pas y avoir donation puisqu'on ne détient pas le résultat. Donc, voilà, on ne peut pas avoir une qualification en donation. Mais je ne vais pas sur ce terrain-là. Par contre, avec moi, les enfants sont majoritaires en capital, vous l'avez bien compris, hein, la donation, mais si je décide d'une répartition du dividende en ma faveur, moi donateur, vous voyez bien que j'œuvre pour la France, pour les caisses de l'État, parce que mon taux marginal sera sans doute plus imposé que celui de mes enfants, mais surtout, c'est que je fais rentrer un patrimoine ici, chez moi, chez le donateur, et quand je vais mourir, sans doute avant les donataires, eh bien ces sommes-là seront à nouveau soumises au droit de mutation à titre gratuit. Donc je ne fais pas d'économie, donc je n'ai pas de risque de l'abus de droit fiscal, en procédant à des répartitions inégalitaires du résultat à ma faveur, moi, minoritaire en capital, mais majoritaire en droit de vote et en droit financier. Vous voyez ? Société à l'IS, imposition de la société, donc IS à 25%, sauf pour le taux réduit.
en deçà d'un certain montant de bénéfices. Et puis en cas de cession, ben, c'est l'IS, sauf éventuellement le bénéfice du régime des titres de participation. On est affranchi, la société qui cède les titres est affranchie de l'IS, hormis une quote-part de frais et charges de 12% sur le brut. Société à l'IS, imposition de l'associé à l'IR, donc imposition de la société, puis s'il y a distribution d'un dividende, imposition du dividende, soit à l'IR, au taux marginal d'imposition, après l'abattement de 40%, soit au PFU. Tout l'intérêt de l'IS, c'est de capitaliser le résultat pour différer l'imposition. Là encore, quand on me dit que c'est plus intéressant fiscalement d'être à l'IS qu'à l'IR ou inversement, c'est inexact. D'abord, faire des projections sur 30 ans, j'y crois pas, sur la fiscalité, hein, ça se saurait, non. Et on ne fait que différer l'imposition. Donc, société à l'IS, elle est taxée à l'IS, ici, et les résultats capitalisés ne sont pas imposés. Voilà, on diffère l'imposition, et j'ai l'imposition, moi, en tant qu'associé personne physique, s'il y a distribution. Et imposition également à l'impôt sur le revenu sur la rémunération perçue. Fiscalité IR-IS, donc ici je vous ai mis comparatif IR professionnel et IS opérationnel, mais je passe très rapidement sur l'IR professionnel, les BIC, les BNC, parce qu'on a vu que je ne m'attarde pas parce que la donation n'efface pas la plus-value. Hein, voilà, c'est un peu plus loin. Donc je me prive des stratégies fiscales qui sont l'objet du cours. Et je reviendrai sur l'IS opérationnel, ici, sur les conséquences fiscales des apports à la société à l'IS et la vie de la société à l'IS, que voici. Donc ici, je compare IS opérationnel et IS gestion patrimoniale, gestion privée. Ici, eh bien, fiscalité à l'IS, des dividendes à la personne physique sont soumis à l'IR et éventuellement au RSI s'il s'agit de parts sociales. IS, gestion privée, ben, on va éviter la SARL et pour éviter le RSI, ou le SSI maintenant, pardon. Vente de l'entreprise, ben je peux avoir l'abattement éventuellement renforcé de 85% si je remplis les conditions, alors que si je vends les titres d'une société à l'IS gestion privée, je ne peux que revendiquer soit le PFU, soit l'abattement de 65% après 8 ans de détention. Et en général, il vaut mieux le PFU. Ça dépend du taux marginal d'imposition, bien sûr. J'apporte à une holding à l'IS, ma société à l'IS, je peux bénéficier du report d'imposition, sauf l'interrogation bien sûr, lorsque j'apporte une IS gestion privée à une autre société gestion privée. Les droits d'enregistrement pour les sociétés à l'IS, ça va dépendre de la forme sociale. S'il s'agit d'actions, 0,1%. Si ce sont des parts sociales, 3% avec un abattement de 23 000 €. Et si la société est à prépondérance immobilière, à l'IS, en ce qui concerne les droits d'enregistrement, l'article 219 du Code général des impôts, eh bien, à ce moment-là, on aura du 5%. Et ce n'est pas la même définition que la prépondérance immobilière pour les plus-values immobilières des particuliers, parce que pour la définition des plus-values immobilières des particuliers, il faut au moins 3 ans de constitution de plus de 50% d'immobilier dans l'entreprise, alors qu'ici, c'est à la clôture de l'exercice. Est-ce qu'on répond à le seuil de 50% au plus? Si c'est plus de 50% de biens immobiliers à la clôture du dernier exercice, on est à prépondérance immobilière et donc au taux de 5% pour la cession des parts ou des actions en prépondérance immobilière. Ma société est à l'IS opérationnel, je donne ou je meurs. Est-ce que le Dutreil est applicable? Oui, le Dutreil est applicable dans les deux situations, y compris si
ma société civile est à l'IS, je vais avoir le Dutreil dès lors que la holding à l'IS détient en dessous une entreprise, évidemment. Dutreil est réservé aux sociétés opérationnelles, mais avec 2 niveaux d'interposition, on y reviendra. Et ensuite, j'ai l'imposition de la société à l'IS. Donc, IS 25% avec le taux réduit, éventuellement, le régime Murphy, le régime des titres de participation et l'intégration fiscale. Mais ces régimes de faveur, là encore, ont été instaurés pour favoriser les structurations des entreprises. Donc, si ça concerne 2 sociétés à l'IS gestion privée, je ne peux pas en bénéficier. Et si ça concerne une société gestion privée et une société opérationnelle, j'ai intérêt à motiver les opérations, toujours. Patrimoine professionnel, vive l'IS. Avantage de l'IS par rapport à l'IR, on va capitaliser, on va différer l'imposition. Comme ça, on va préserver la trésorerie pour procéder à des investissements. Les charges sociales ne portent que sur la rémunération de l'associé et non pas sur la totalité du revenu net. Et la donation efface la plus-value, pas à l'IR professionnel, on l'a entendu. Et on a les effets de levier fiscaux. Attention, on ne fait pas d'économie avec les effets de levier fiscaux que sont régime Murphy, régime des titres de participation, régime de l'intégration fiscale, régime des fusions-absorptions. Non, on ne fait pas d'économie, au contraire, on a un frottement fiscal. Pourquoi? Parce que s'opposera à la sortie des liquidités. Donc, toujours considérer la fiscalité dans son ensemble jusqu'à la sortie des liquidités, ou plutôt la jouissance du patrimoine, ici, qui aura pu être transmis à mes enfants. Ce qui est, pour certains clients, j'ai une cliente qui va dire, moi, ce que je veux, c'est être le plus riche du cimetière. Bon, ok, j'entends. Inconvénient de l'IS par rapport à l'IR, la double imposition, celle de la société, puis celle de l'associé s'il y a distribution de dividendes. Avantage de l'IR, oui, les petits avantages, quoi. L'emprunt contracté pour l'acquisition de l'épargne, les intérêts sont déductibles du revenu. Et on a plein de régimes d'exonération, mais il faut être tout petit. Voilà. Donc, les TPE. Surtout les inconvénients de l'IR. On a vu les 2 gros inconvénients de l'IR professionnel. C'est on a l'imposition sur le revenu net. Donc là, on n'a plus de trésorerie disponible. On a l'impôt sur le revenu net, et non pas seulement sur la rémunération de l'IS. Et puis, chez moi, le gros inconvénient, la mutation à titre gratuit, donation décès, n'efface pas la plus-value. On a les 2 impôts, IPV et DMTG. Donc, à écarter. Et si on a IS, les effets de levier fiscaux. Alors, l'intégration fiscale, condition, il faut que la mère à l'IS détienne plus de 95% du capital de sa fille, et le régime est applicable dès la première année, mais conforté après 2 ans de détention. L'avantage, c'est de compenser des bénéfices et des pertes de toutes les sociétés qui ont opté pour l'intégration. Alors, c'est nul l'intégration fiscale. On me dit sauf exception. Je n'ai pas vu encore les exceptions, puisqu'elles disparaissent maintenant, les exceptions. Bon. Mais l'intégration fiscale est une très mauvaise opération. On en voit, je m'en tiens, racontez-moi l'organigramme du groupe. Paf, 95, 95, 95, 95. Je dis pourquoi 95? Dans l'intégration fiscale. Je dis ok, dans l'intégration fiscale, mais racontez-moi, elles sont où les pertes? Comment ça les pertes? Il n'y a pas de perte. Je dis donc pourquoi l'intégration fiscale? Ah, mais c'était il y a 15 ans. Donc il faut faire. C'est très lourd à tenir. Mais non seulement ça c'est l'affaire de l'expert comptable et des honoraires qui vont avec. Mais voilà, le gros problème de les inconvénients principaux de l'intégration fiscale, c'est que vous allez faire perdre de l'argent à vos clients.
Pourquoi? Parce que lorsque vous sollicitez l'intégration fiscale, seule la mère, la société holding mère, est redevable de l'IS et donc elle seule peut bénéficier du taux réduit de l'IS. Donc, j'ai 4 sociétés, je demande l'intégration fiscale, j'ai qu'un taux réduit à 15%. Je ne demande pas l'intégration fiscale, eh bien j'ai 4 taux réduits à 15%. Il y a d'ailleurs même des chefs d'entreprise, des spécialistes, de créer des sociétés dès qu'ils dépassent le seuil du taux réduit pour avoir autant de taux réduits que de sociétés. Je n'irai pas jusque-là, parce que là, bon, on peut s'interroger sur le but fiscal ou pas, mais on fait perdre de l'argent avec l'intégration fiscale. Et puis surtout, ce qui me gêne dans l'intégration fiscale, chers clients, pour bénéficier de l'avantage fiscal, s'il vous plaît, faites des pertes pendant 5 ans. Pardon? Faire des pertes pour un avantage, pour bénéficier d'un avantage fiscal. Là, on rentre vraiment dans une logique un peu tordue, je trouve, mais personne n'y voit rien. Mais il faut le dire comme ça pour que les personnes s'interrogent à dire « Ah oui, j'avais pas vu les choses comme ça. » Ouais. Donc, il vaut mieux peut-être qu'il se coupe la branche sur laquelle il est, plutôt que de continuer à faire des pertes pendant 5 ans. Voilà. Telle est ma position, en tout cas. Voilà. J'ai d'autres inconvénients, mais déjà, c'est pas mal. J'en ai un autre que je cite et après je ferme la parenthèse. C'est que la mère doit détenir au moins 95% du capital de sa fille. Or, on a vu que chez moi, qu'une holding détienne significativement une part importante donc du capital de sa fille, c'est nul. C'est nul quand on considère la fiscalité dans son ensemble jusqu'à la sortie des liquidités. Si vous voyez les choses ponctuellement, la possession, mais on verra que le piège de la possession, mais bon, mais non, comment obtenir des liquidités enfin pour profiter de la vie? Il y a une question que je pose aux chefs d'entreprise, enfin à mes clients, chefs d'entreprise ou pas, c'est vous ne pouvez plus travailler, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et là, j'ai le silence total. C'est pas eux qui vont pêcher à la ligne après. Donc, qu'est-ce que vous allez faire après? Voilà. Donc, ils sont immortels. Mais c'est une question très intéressante parce que, et c'est pour ça que je demande souvent la participation du conjoint au premier entretien. Parce que tout d'un coup, je pose une question comme ça et puis il se regarde et puis il se dit, bah oui, tiens, on n'a jamais pensé à ça. Donc on ne va pas y réfléchir maintenant, mais allez-y. Bon. Et alors, j'ai pas mal de clients qui, après m'avoir rencontré, changent de mode de vie. Alors je ne suis pas fait pour ça, mais c'est parce que on leur a jamais posé la question. Alors, c'est eux qui disent ça, mais ils ne se sont jamais posé la question. Je me souviens, je commençais mon job, je me suis tout de suite intéressé aux chefs d'entreprise, et tout de suite j'ai dit, tiens, qu'est-ce que vous ne voulez pas dans la vie? Et il y en a qui venaient me voir et me dire, on signe où, M. Royal? Je dis, comme ça, on signe où? Ben oui, personne ne nous a posé ces questions que vous nous posez. Mes premiers entretiens, c'est ça. Alors, maintenant, quelquefois, maintenant, je fais des consultations flash, donc d'1 heure, et puis je dis, pour vous, après, je ressors, quelles sont les priorités, les objectifs, paf, comme on l'a vu tout à l'heure, hop, il ressort avec son organisation juridique, après, hop, plié. Voilà. Donc je donne la solution. Mais autrement, ne donnez jamais la solution au premier entretien. Avant, à moins qu'il vous paye d'abord. S'il vous paye, oui. Voilà. Mais sinon, non. Bon. Cession de titres de participation. Donc, régime de société mère, deuxième effet de levier fiscal, dès lors que la mère détient au moins 5% du capital de sa fille à l'IS, IS. Les dividendes qui remontent de la fille à la mère sont exonérés d'IS, hormis une quote-part de frais de charge de 5%, ce qui équivaut à un impôt d'environ 1%. Donc c'est un frottement fiscal, 1%. Voilà. Et on n'a pas résolu le problème, quand on dit la holding pour économiser de l'impôt, c'est nul, c'est faux. Voilà. Donc on verra rapidement pourquoi on crée une holding, à quoi ça sert. Et pour tout vous dire, je défie plus de holding que je n'en crée. Parce que tout le monde a sa holding. Le phénomène de la Ferrari rouge. Et comme les spécialistes
il faut qu'ils vendent quelque chose, et ben ils vont dire « Ah, la holding !» Et récemment, j'ai vu, si vous n'avez pas votre holding à moins de 30 ans, la Rolex, vous êtes un imbécile, quoi. Enfin, c'est indispensable d'avoir sa holding, hein. D'accord, bon. Cession des titres de participation, qui est un régime aussi intéressant, hein. Dès lors que la mère détient plus de 5% des droits de vote du capital de sa fille, eh bien, on a l'exonération de la plus-value en cas de cession de la fille. Et le régime de cession des titres de participation s'applique également pour les sociétés filles à l'IR, sauf si les sociétés sont à prépondérance immobilière, qu'elles soient à l'IR ou à l'IS. Et enfin, les régimes des fusions, on neutralise l'imposition. Et bien souvent, dans mes schémas, là, je viens de recevoir un mail d'un client. Bon, il a du mal à trouver les spécialistes. Il est un peu en province. Il a du mal à trouver les spécialistes pour les fusions absorption. Enfin. Et je repars à zéro. Voilà. Parce qu'il y a des holdings, deux niveaux d'interposition. C'est un cas très intéressant. Il y a en plus des familles recomposées. Alors ça, c'est très intéressant, les familles recomposées. Hein. Ils veulent l'écarter complètement de l'entreprise. Enfin, voilà. Donc on imagine tout ça. Voilà. On ne peut pas déshériter, mais quand même, on peut froisser sensiblement la réserve héréditaire. Et attention, on a toujours la problématique de la sortie des liquidités, au moins pour jouir de la vie. Donc voici le régime Murphy. Sans régime Murphy, alors le régime Murphy, je prends toujours le régime Murphy. Mais attention, il faut le motiver. Il faut une motivation économique, toujours. Surtout si je procède à une répartition inégalitaire entre associés personnes morales, application du régime Murphy, et personnes physiques à la PFU. Donc si je décide de balancer le dividende vers la mère à l'IS avec le bénéfice du régime Murphy, il y a tout intérêt à motiver. Hein. Mais tout l'intérêt, le régime Murphy, il est indispensable lorsque le chef d'entreprise veut acquérir une cible. Indispensable. Vous dites quoi? Donc voilà, quand je vous affirme quelque chose, je vous invite toujours à poser la question, y compris à moi-même, pourquoi indispensable? Voilà. Parce que sinon, on va vous faire avaler des couleuvres. Hein. Donc, votre réflexe maintenant, quand vous attendez des spécialistes, moi compris, posez la question pourquoi. Parce que si vous me posez la question pourquoi, donc je me la pose, pourquoi M. Royal vous dites indispensable, je dis, et je suis le détracteur d'Henri Royal, je dis c'est nul. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux partir pour l'acquisition de la société opérationnelle. Vous voyez, ici, je suis déjà, le mot holding, je suis déjà dans le processus mental de création de la holding. Alors qu'il eût peut-être été préférable pour mon client qu'il acquiert la cible à partir de son entreprise existante. Et c'est elle qui naturellement devient la holding. Mais le fait de prononcer la holding pour acquérir une cible, je suis tombé dans le piège de la création de la holding. Vous voyez le truc? Voilà. N'avalez pas ce qu'on vous dit. Ayez toujours le critique et demandez toujours la question du pourquoi. Et quel texte? Là, ici, hein, le client me dit, tiens, la banque a analysé vos statuts, et elle me dit, c'est une clause léonine. Selon la jurisprudence, je vais répondre, pourquoi et quel texte? Ça, c'est sûr. Hein, parce que moi, je n'ai pas vu la jurisprudence qui dit que c'est la totalité du bénéfice et des pertes qu'on attribue à un associé, oui, relève éventuellement la clause léonine. Et le seul risque qu'on court, ce n'est pas la nullité de la société, mais la nullité de la clause. Et mes actions de préférence, on ne peut pas les annuler. Bon. Donc ils vont avoir la réponse, hein, ça c'est sûr. Donc
Alors que si la société, donc si le chef d'entreprise n'est pas encore chef d'entreprise et qui veut acquérir une entreprise qu'il n'a pas, il n'a pas d'autre solution que de créer la holding. Donc c'est ce qu'on appelle la holding de reprise. Parce que là, oui, c'est justifié. Si il doit emprunter, schéma de droite, à titre personnel pour acquérir une cible, non seulement les intérêts de l'emprunt contracté auprès de la banque sont déductibles de rien du tout, mais surtout, c'est que le dividende remonte au PFU, ou au taux marginal après l'abattement de 40%. Donc on a un disponible sur un dividende de 100 qui est de l'ordre de 60-70. Alors que si je crée une holding, on n'a que le frottement du régime Murphy et on a plus de 98 de disponible pour rembourser la banque. C'est ça l'intérêt. Mais toujours, essayez de voir, voyez s'il n'est pas plus intéressant pour le chef d'entreprise d'acquérir la cible à partir de son entreprise actuelle et il fait l'économie de la holding. Fiscalité IR-IS, donc ma question c'est non pas apport-cession, mais c'est est-ce que l'objectif du client c'est investir ou c'est capitaliser ou c'est profiter de la vie. Si c'est profiter de la vie, c'est l'IR. Donc, IR-IS, patrimonial. Donc, j'apporte des titres d'une société à l'IS à une IR patrimoniale. Pif, paf, impôt sur la plus-value, aucun régime de faveur. J'apporte à une holding à l'IS mon entreprise opérationnelle, j'ai le report d'imposition. Les dividendes ne sont pas taxés si ma société civile est semi-transparente. C'est le bénéfice qui est imposé au fur et à mesure de leur réalisation au regard de la participation au bénéfice de chaque associé. Si ma société est à l'IS, elle est imposée soit au PFU, soit au taux marginal après l'abattement de 40%. Je vends les parts de ma holding, impôt sur la plus-value. Si je vends les parts d'une société civile à prépondérance immobilière, je peux bénéficier de l'exonération après 30 ans de détention. Sinon, si je vends les parts d'une IS patrimoniale qui n'est pas à prépondérance immobilière à l'IR ou qui est à l'IS patrimoniale, je ne peux pas bénéficier d'un abattement renforcé de 85%. Je devrais choisir entre le PFU, voire l'abattement de 65% pour délai de détention de 8 ans. Les droits d'enregistrement, si je cède les parts, dès lors que la société est à prépondérance immobilière, c'est du 5%. Si ce sont des parts sociales, 3% après l'abattement de 23 000. Si c'est des actions, société une SAS à l'IS patrimoniale, c'est 0,1%. Donation, succession, je peux avoir le Dutreil si en dessous il y a une société opérationnelle, puisque j'ai droit à 2 niveaux d'interposition. Et enfin, l'imposition de la société, à l'IR, elle n'est pas imposée la société, seul l'associé est imposé. Et si c'est à l'IS, on a l'IS avec éventuellement le taux réduit et éventuellement les régimes de faveur, les effets de levier fiscaux. Murphy, titre de participation, intégration fiscale, fusion-absorption. Donc voilà, patrimoine, on a vu tout à l'heure patrimoine professionnel, mais maintenant patrimoine privé. Avantage de l'IR par rapport à l'IS, donc ma société civile à l'IR ou ma société civile à l'IS ou ma SAS à l'IS, on verra les différences. Alors, avantage de l'IS, j'ai mis avance par la société, les comptes courants débiteurs. Souvenez-vous que pour les sociétés civiles, les pouvoirs de la gérance sont définis par l'objet social. Donc, vous avez tout intérêt à prévoir les comptes courants débiteurs dans l'objet social. Parce que sinon, le principe est le suivant, c'est que toutes les décisions qui dépassent les pouvoirs du gérant doivent être prises à l'unanimité, sauf clause contraire. Et dès lors que ça participe à un accroissement des engagements, il faudra l'accord unanime des associés. Il a été jugé
que les comptes courants débiteurs participent à l'accroissement des engagements des associés, donc il faut l'accord unanime. Donc dans l'objet social, hein, je rappelle, mon modèle type, quand j'en ai un modèle type, c'est la société civile peut accomplir tous les actes civils, quelle que soit la nature, y compris les opérations immobilières, et quel que soit le risque et l'étendue, et notamment la possibilité de procéder à des prêts ou à des avances à ses associés. Et on a vu que je rajoutais le commodin. Alors, avantage de l'IR par rapport à l'IS, je reviens sur la possibilité des avances par la société. Je précise qu'une société à l'IS civile peut également procéder à des avances à ses associés. Le principe, article 111 du Code général des impôts, c'est que ces avances-là sont considérées au plan fiscal comme des revenus distribués. Et l'alinéa 2 de l'article 111 du Code général des impôts précise « sauf preuve contraire du prêt ». Ça veut dire que si vous remplissez le formulaire disponible sur Internet sur le formulaire du prêt et que vous déposez ce prêt-là et que vous le faites enregistrer auprès du service des impôts, eh bien l'avance, le compte courant débiteur, n'est pas taxé comme un revenu distribué. C'est une avance qui devra être remboursée, évidemment. Hein. Donc il faut faire un prêt, les modalités, donc le formulaire, vous mettez un taux d'intérêt, en principe une société civile, elle n'a pas forcément le caractère d'impératif d'opération commerciale, ça c'est sûr. Je mets un taux d'intérêt quand même, puisque l'administration fiscale exige un taux d'intérêt lorsque la société est à l'IS. Elle ne distingue pas lorsque l'opération est à caractère commercial ou civil. On pourrait se débattre, mais je n'ai pas envie d'en découdre. Donc je fais un taux d'intérêt. Je peux prévoir un crédit in fine et capital et intérêt sur 50 ans. J'en ai 90, ça va. Voilà. Et si je décède avant le remboursement de la dette, eh bien, ça sera une dette déductible de l'actif successoral, évidemment. Fiscalité immobilière, avec l'exonération prend 30 ans. Si la société civile est à l'IR, il n'y a pas d'amortissement. Hein. Si société civile, pas de comptabilité obligatoire, mais recommandée. Alors, société civile à l'IR, hein, sauf si elle a un associé, personne morale à l'IS, auquel cas elle est tenue de tenir une comptabilité. Mais sinon, la seule obligation, c'est le rapport annuel de gestion. Très simple, hein, c'est 2 lignes, le rapport annuel de gestion. Hein. On doit faire figurer les bénéfices et les pertes encourues. Possibilité de faire vendre l'immeuble ou plutôt de vendre les parts. On a vu l'intérêt de prendre date sur la création d'une société civile à la naissance de chaque enfant pour donner la possibilité soit de vendre les parts, soit de faire vendre l'immeuble en fonction notamment de la durée de détention. Avantage de l'IS par rapport à l'IR, patrimoine privé toujours, hein, report ou sursis d'imposition à l'apport, mais pour moi, ce n'est pas un avantage fiscal, hein. On ne fait que différer l'imposition. Régime Murphy, régime des titres de participation, intégration fiscale, fusion, mais encore faut-il une motivation économique. Absence de revenus fonciers, voilà, je n'ai pas d'impôt à payer, je ne suis imposé que sur le dividende distribué. Inconvénient de l'IS, société civile, quelle fiscalité à la sortie de l'IS? J'ai coutume de dire qu'un immeuble de 10 étages reste 10 étages à l'IR après 30 ans et passe à 5 étages à l'IS. Pourquoi? Parce que pour avoir les liquidités, il faut que la société à l'IS vende l'immeuble et ensuite sortir par un dividende. Alors, il y en a qui disent, oui, mais on ne vend jamais. C'est comme les vaches qui regardent passer les trains. N'en profitent jamais. Enfin, du train, je ne sais pas en quoi elles pourraient profiter du train, mais l'idée, c'est qu'on voit des patrimoines qui passent de génération en génération à l'IS. Il y a quand même une érosion, il faut entretenir l'immeuble, mais personne n'en profite. Ah, mais
c'est dans la famille. J'entends, hein. C'est dans la famille depuis 300 ans, ou même 30 ans. Putain, là, j'ai des clients, là. Et ils ont transmis ça, et ils font exprès de le transmettre en indivision successorale. Et tout est en indivision, en indivision, en indivision. Maintenant, ils sont 30 sur l'indivision. Et ils ont la charge maintenant de transmettre en indivision. Mais c'est la plaie. Et je vois le couple madame se dit, mais attends, on en parle tous les jours de ta putain d'indivision, quoi. Et je dis, quelquefois, il vaut mieux couper le bras plutôt que... Si c'est pour se pourrir la vie, parce que le grand-parent a été un grand créateur, et donc, il faut transmettre l'entreprise en indivision, waouh, ça devient une charge. Et j'entends le client me dire, quelle chance d'avoir reçu un patrimoine. Et moi, j'aurais dit, j'aurais préféré ne pas avoir de patrimoine. Mais moi, c'est moi, vous, c'est vous, hein. Donc, je ne sais pas s'il va donner suite, mais si, ça remue pas mal, il revient. Ils disent, oui, en fait, il y a d'autres façons de voir la vie, quoi. C'est ça. En fait, on éclaire les personnes. Hein. Mon métier, c'est d'éclairer les personnes. Parce que, quelquefois, on est enfermé dans des raisonnements, dans des dogmes. Voilà, c'est tout. Droit d'enregistrement, sur les apports, 3% ou 5%. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de clients qui ignorent que l'apport d'une résidence, principale ou non, à une société civile à l'IR, ils pensent qu'il y a des droits d'enregistrement. Non, profitez-en, c'est gratuit. Et alors, j'ai fait une vidéo, pourquoi apporter j'entendais jamais apporter la résidence principale à une société civile à l'IR. Alors moi, quand je dis jamais, quand j'entends jamais, tout de suite, qu'est-ce que vous avez comme réflexe? Pourquoi? Voilà. Et quel texte? Voilà. Pourquoi quel texte? Vous allez voir, vous allez grandir. Et donc, tout de suite, j'ai fait une vidéo. Quand je fais des vidéos, c'est bien souvent pour répondre à des bêtises, quoi, des dogmes. D'ailleurs, là, je fais un apport de résidence principale parce qu'il y a une très forte plus-value et le client craint qu'à un moment donné, il y ait une plus-value instaurée sur la résidence principale. En apportant la résidence principale à une société civile à l'IR, il bloque la plus-value. S'il vend la résidence, la plus-value sera calculée par rapport à l'entrée dans le patrimoine de la société. Il y a d'autres avantages, j'ai fait des vidéos là-dessus. Cession d'un actif amortissable, inconvénient de l'IS, il y a la plus-value. Et donc là, on me dit, ouais, on va faire des amortissements. Ben oui, mais à la sortie, la plus-value est augmentée des amortissements qui ont été pratiqués. Les liquidités sont piégées. Les liquidités d'épargne. Personne ne veut acheter des sociétés civiles à l'IS. Ou alors avec une décote de 40%. Et les avances en compte courant sont taxées, sauf preuve contraire du prêt. On a vu le formulaire. Alors, patrimoine privé, IS ou IR? Bon, alors, c'est une question de philosophie, puis on peut avoir les deux. Et on se souvient que passer de l'IR à l'IS, facile. L'inverse, difficile. Donc, quand je ne sais pas, je préfère aller vers l'IR, quitte à opter ensuite pour l'IS. Parce qu'il n'y a pas d'effet d'effet négatif fiscal, puisque tout est taxé au fur et à mesure de la réalisation, non? Donc, capitaliser et investir pour l'IS, valoriser un patrimoine sur des générations, ne jamais profiter du patrimoine, retarder la fiscalité. IR, profiter de la vie. Profiter de la vie, donner, garder. Voilà. Et on peut tout organiser dans les statuts, parce que, d'ailleurs, les clients, quelquefois, ils se disent, mais c'est possible tout ça? Donc, on n'a pas forcément uniquement le résultat de la société à distribuer. Dans les statuts, on peut même dire, ça m'arrive, que le résultat de la société, se compose également des plus-values potentielles. J'ai un contrat de capitalisation de ma société civile, ça c'est le top, évidemment, en plan fiscal. J'ai un contrat de capi de ma société civile à l'IR, j'ai une plus-value théorique
eh bien, j'ai écrit que ça fait partie du résultat que je peux appréhender. Donc, par un rachat, eh bien, je m'attribue le résultat. Par une répartition inégalitaire, par exemple. Les comptes courants débiteurs, c'est la prison si la société est de forme commerciale. Si la société civile, et voilà, j'insiste, l'IR, c'est bon, c'est non imposé, ça provient des sommes qui ont déjà subi l'impôt. Et si c'est à l'IS, eh bien, c'est imposé en tant que dividende, sauf preuve contraire du prêt. Donc, je vous ai mis la référence de l'instruction fiscale, parce que personne, enfin, il y a des professions qui me regardent comme ça et disent, ah, monsieur Réal, c'est de l'abus de droit. Non, ce n'est pas de l'abus de droit. Ce qui est de l'abus, c'est l'article 111 du Code général des impôts. Vous voyez, à force de nous asséner par des textes, on y croit. Alors, ça devient la norme. Alors que ce qui est anormal, c'est le fait qu'une société qui prête, comme une personne physique qui prête de l'argent, soit imposée sur le revenu. Pourquoi en serait-il autrement pour une personne physique qui prête de l'argent, ça sera imposé pour celui qui reçoit à l'impôt sur le revenu? C'est nul. Donc, ce qui est normal, c'est l'instruction fiscale, c'est l'article 2, l'alinéa 2 de l'article 111, sauf preuve contraire du prêt. Voilà. Plus-values immobilières, structure à l'IS, mes 10 étages vont devenir 5 étages. Il faut que la société à l'IS vende l'immeuble et ensuite distribution d'un dividende. Plus les droits d'enregistrement. Alors que ma structure est à l'IR, gestion privée, je peux avoir l'abattement. Mais, j'ai les revenus fonciers à supporter si c'est un immeuble. Et si la société a emprunté, eh bien, souvent, le client n'a pas les liquidités nécessaires pour supporter l'imposition et donc, il est contraint à passer à l'IS. Mais c'est un non-choix. C'est une obligation pour lui de trésorerie. Et voici, on est toujours dans le panorama de la fiscalité, et voici ici ma holding. Est-ce que les schémas appropriés au regard des objectifs, ma holding IS ou IR? Je présume que ma fille est à l'IS, elle peut être à l'IR, s'il y a une société civile immobilière. Je reviendrai quand on verra la détention de l'immobilier d'entreprise. Eh bien, acquérir une entreprise, transmettre l'entreprise à ses enfants, vendre pour réinvestir. Schéma approprié, fille à l'IS, holding à l'IS. Et la forme juridique, quand c'est une vocation, une prépondérance commerciale, pour développer les affaires, j'ai plutôt tendance à préconiser la forme juridique, la SAS. Obtenir des liquidités dans le patrimoine privé, dissocier patrimoine privé, patrimoine professionnel, on peut avoir là aussi IS, mais plutôt société civile. Donc le schéma peut être le suivant. Voilà, voilà. Pour moi, une des applications utiles de la holding, c'est toujours la holding pourquoi et non pas comment, mais il y en a une application que j'affectionne particulièrement, c'est fluidifier la trésorerie entre les différentes sociétés du groupe. Donc, je peux ici avoir la société ou les sociétés opérationnelles. Ici, je peux avoir mon patrimoine privé en société civile, IS ou IR, vous connaissez ma préférence. Passer de l'IR à l'IS, c'est facile. Bon. Je peux avoir ici ma holding qui va permettre de dissocier patrimoine privé, patrimoine professionnel. Donc, je peux, ici, c'est la richesse de l'entreprise. Je peux avoir un dividende. Alors, je dis, ne jamais être pressé de faire remonter un dividende dans la mer. Pourquoi? Parce qu'une fois que c'est remonté, on ne peut pas redescendre, sauf par des prêts. Mais ça a quitté le patrimoine de la société opérationnelle. Tant que l'on peut préserver la trésorerie dans la société opérationnelle. On a vu que c'est peut-être elle qui va acquérir des nouvelles cibles opérationnelles, vous voyez, commerciales. Donc, ou qui va réinvestir les liquidités
dans l'outil professionnel. Alors que si c'est remonté, c'est remonté. Il va falloir redescendre par des comptes courants d'associés. Et là, on a tout raté, notamment en termes de transmission. Un compte courant d'associé, je donne les titres de l'entreprise, on n'a pas transmis le compte courant d'associé. Et maintenant que ça me revient à l'idée, je le souligne tout de suite, quand j'ai du travail, il y a intérêt à se poser la question, quand j'ai des comptes courants d'associés d'un montant élevé, il peut être judicieux d'incorporer ces comptes courants au capital afin d'appliquer le pacte du travail sur le montant des comptes courants d'associés. Toc. Voilà. Et je ne fais remonter la trésorerie que si je considère que la trésorerie est pléthorique. Pourquoi? Parce que le pacte du travail va s'appliquer uniquement à condition que l'activité civile ne soit pas prépondérante. Et les deux critères de la prépondérance au pacte du travail, c'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires consacré à l'activité commerciale doit être supérieur à 50% du chiffre d'affaires total. Mais on a aussi un critère, ici, des actifs nécessaires par rapport à l'actif brut de la société. J'y reviendrai. Donc, il faut regarder s'il n'y a pas une trésorerie pléthorique. Si la trésorerie est pléthorique, j'ai expliqué que je la remonte, d'ailleurs, inégalitairement, ici. Alors, j'ai ma préférence ici quand les enfants détiennent directement les titres de l'entreprise opérationnelle. J'ai une holding qui détient 6%, parce que je suis intelligent, j'ai calculé que 6% c'était bien. Voilà. Donc, je présente, c'est plus de 5%, tout simplement. Et puis ici, pareil, j'aime bien quand c'est léger. Et je peux avoir une société à l'IS ici. Bon, je ne vois pas l'intérêt d'avoir une fille à l'IS, mais par contre, l'intérêt d'avoir des sociétés civiles à l'IR et par exemple, une société par enfant. Vous voyez, une société, là, je mets mon enfant ici A. Bon, je suis toujours, alors partout, je suis majoritaire en droit de vote. J'ai des préférences partout, évidemment. Et puis ici, il suffit d'ailleurs que créer un lien juridique, je dis toujours créer des liens juridiques entre vos sociétés, parce qu'il suffit d'un lien juridique, quelle que soit l'importance de la participation. Je ne parle pas au niveau fiscal, je parle du point de vue économique pour faire circuler la trésorerie. Et il suffit que la holding détienne une part de la société civile à l'IR pour que la société holding puisse octroyer des prêts à sa fille. Vous voyez, par des comptes courants d'associés. La société civile est associée pour une part. Mais comme c'est elle qui va se porter éventuellement caution bancaire, la société civile va contracter le prêt. Je mets mes enfants directement au capital dès la création de la société. J'attends un peu parce que la banque dit je n'ai pas d'enfants mineurs au capital de la société civile à l'IR. Bon, donc, alors il ne faut pas être dans certaines banques, je ne citerai pas le nom, mais il y en a qui, faut faire attention sur les clauses. Donc ici, voilà, je crée ma société civile, moi et ma holding, et ensuite je vais donner des parts en pleine propriété, ça ne vaut rien, donc pas recourir au démembrement, merci. Je vais donner des parts en pleine propriété à mon enfant en A384 du Code civil, en écartant les règles de l'administration légale, toujours, évidemment. Et je vais faire moi-même mon pacte adjoint. Voilà. À moins que vous voulez la sécurité de l'acte notarié, voilà, et les honoraires qui vont avec. Non, je plaisante. Il n'y a pas d'honoraires quand ça ne vaut rien. Donc, il vous demande toujours, je suis confronté à ce sujet, quand ça ne vaut rien, il n'y a pas de frais de notaire de donation, puisque c'est 1% du montant de la donation. Donc, ils exigent, certains exigent, de rédiger les statuts de la société. Il y en a même qui refusent. Juste une question. Alors, j'arrive pas à voir l'intérêt d'avoir la holding au-dessus, du coup. Alors, non, merci, c'est très bien. Donc, si j'ai une holding, alors, ici, vous voyez bien que je ne peux pas, alors, soit je verse un dividende directement à une société civile à l'IR ou à une personne physique. Alors, fiscalement, j'ai le PFU, enfin l'imposition des dividendes.
Ici, toujours, il faut la motivation économique. Hein. Ici, j'ai pas le PFU. J'ai un régime mère-fille. Donc, le dividende de 100, il est de 98. Oui, ok. Si je fais remonter la holding, si je fais remonter la trésorerie, hein, on a vu que ce n'est pas toujours une bonne affaire. Mais l'idée, c'est que ici, ce que je vais appeler, tiens, vous allez avoir votre banque familiale. Ça fait bien hein, pour certains. Hein. Ma banque familiale. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va, comment dirais-je, organiser la fluidité de la trésorerie entre les différentes entités juridiques. Exemple, je crée une société par enfant. Bon, et ici, deux sociétés allières. Et ici, l'immeuble, il ne progresse pas. Et ici, l'immeuble, il flambe. Je me dis, mince, il y en a un enfant qui est favorisé. Il dit pour rien, lui, il n'a pas choisi s'il est mineur. Donc, je me dis que la trésorerie ici va servir à rééquilibrer les lots. Par exemple, elle va pouvoir injecter l'argent ici pour procéder à de nouveaux investissements pour rééquilibrer les valeurs. Vous voyez? Et tout ceci, c'est sans fiscalité. Et je peux aller... Et alors, ce qui est top aussi pour la banque, c'est qu'elle va demander, j'exige que la banque demande la caution de ma holding à l'IS pour qu'elle m'accorde le prêt dans la société à l'IR. Et vous verrez que toutes les banques, elles prêtent. Quand elles voient ça, ce schéma-là, il n'y a plus les 30% ou les 20%, enfin maintenant il y a des législations, hein, mais du coup, comme ils demandent la caution ici, qui voit qu'il y a du répondant, il n'y a plus de limite au montant du prêt. Et je vais plus loin, et je coupe, c'est pour vous. Mais vous voyez, je peux avoir des motivations économiques très fortes, notamment, il a été encore jugé là récemment sur les réductions de capital, vous voyez, non motivées par des pertes. On dit plutôt qu'un dividende ou une réduction de capital qui suit le régime d'impôt sur les plus-values, est-ce que c'est constitutif de l'abus de droit fiscal? Alors, c'est en l'absence de motivation économique, oui, le comité d'abus de droit fiscal juge que c'est de l'abus de droit fiscal. Mais dès lors qu'il y a une motivation économique, on écarte le risque de l'abus de droit fiscal. Et parmi les motivations économiques du dernier cas, hein, j'ai fait vous avez les dossiers hein, sur mon site, hein, gestion de patrimoine du chef d'entreprise, vous avez une centaine de dossiers hein, que je sors régulièrement. Hein, vous voyez les actualités, tout ça. Et je dis ici, allez quoi. Une motivation économique, ça a été de dire que en sortant de la trésorerie, que ce soit par un dividende ou par un rachat, peu importe, on diminue la valeur de l'entreprise et donc on favorise sa transmission à des tiers ou par des donations. Ça permet de diminuer la valeur de l'entreprise et donc favorise sa transmission. Et paf, et clac. Vous voyez, alors quand je vois comme ça des motivations économiques, j'en ai comme ça qui sont issues des décisions du comité d'abus de droit fiscal. Hein, c'est pour ça que je les collectionne, hein, ceux-là. Hein. Le fait de créer une société par enfant, j'ai une décision du comité d'abus de droit fiscal qui écarte l'abus de droit parce qu'en disant, tiens, ça préserve l'harmonie familiale. Donc ça, je le garde en poche. Hein. Voilà, si on vient me critiquer. C'est bon? La réduction de capital, c'est que pour que ça soit, on va dire, plus facilement accepté, il fallait justement qu'elle soit inégalitaire. Que ça soit au profit de certains, mais pas de tous. Parce que si on fait une réduction de capital qui est égalitaire entre tous, c'est un peu... c'est une autre motivation. Donc on verra hein, tout ça. Hein. Donc okay. C'est prévu dans le cours. Hein. Avec tout... Non, mais c'est bien. Avec toutes les décisions que je connais. Ok. Voilà. Oui, après ça change tout le temps. Oui, mais quand on est droit dans ses bottes, quand on est sincère, et que la motivation économique a été exprimée au préalable, avant l'opération, et que je dis ce que je fais et je fais ce que je dis, voilà. Et quand il y a des motivations
extra-fiscales, et comme les valeurs de la famille, les valeurs de l'entreprise, et alors, Et vous arrivez parfois de faire des rescrits justement pour non, obtenir un... jamais, Non. jamais, Ok. jamais. Alors, on est certain de rien, hein, mais quand vous partez comme ça, quand vous savez, pardon, En faisant ça, on est quasiment sûr qu'il y a déjà de l'eau dans le gaz. quand on fait quoi? Ben, quand on fait un rescrit, c'est qu'on est en train de jouer avec... Ah ben, c'est qu'on n'est pas sûr de soi. Oui, oui. Alors là, j'ai un client qui pose un rescrit pour une question pour laquelle j'ai jamais eu de réponse et qui veut le poser parce qu'il a l'habitude de les poser, tiens. Ah ben tiens, il va me redonner des nouvelles, lui, tiens. Ouais. Mais non, j'ai jamais fait de rescrit. Parce que, oui, comme vous dites, ça, si je pourrais tomber sur des cas, je crois qu'il ne faut pas écarter le rescrit. Je suis pour le rescrit, c'est une disposition intéressante. Mais compte tenu de la façon dont j'exerce mon métier, j'ai jamais eu l'occasion de l'appliquer. Mais je ne l'écarte pas. Merci. Optimiser la cession d'entreprise. Vous avez vu, hein? Je passe de l'IS à l'IR, donation à port-vente. Donc holding à l'IR. Donc société civile. Immobilier d'entreprise, on vient de le voir ici. Pardon. Immobilier d'entreprise, sur la 4e ligne, immobilier d'entreprise, ben on vient de le voir avec le schéma. J'ai ma mère à l'IS, ma fille à l'IR. Et l'immeuble est inscrit totalement ou partiellement à l'actif de l'entreprise. C'est bon et pour l'IFI, il est inscrit à l'actif de l'entreprise, j'ai exonération IFI sans aucune condition, et c'est bon pour le pacte du trail, puisque l'immeuble est inscrit à l'actif de l'entreprise. Forme juridique, plutôt SAS, je suis dans la société opérationnelle qui détient la société civile, qui détient l'immobilier qui sert à l'exploitation. Et je peux avoir des deux. Et donc, par exemple, c'est un schéma, un exemple, parmi d'autres, mais un exemple qui est assez courant chez moi, on va dire ça comme ça. C'est une alternative au LBO familial. Tout le monde sait ce que c'est que le LBO familial? J'ai une société, j'ai 3 enfants, je veux transmettre l'entreprise à un enfant, à charge pour lui de verser une soulte à ses frères et sœurs. C'est ce que le banquier appelle parfois un family buyout. Oui, c'est ça, le family buyout, le FBO familial. Ça, bah oui, je facture plus cher, n'est-ce pas, parce que je suis plus intelligent. Mais c'est ça, le family buyout, le cash out. Voilà. C'est pour ça que, bon, allez, quoi. Parce que dans une vidéo pure, il faudrait que normalement il y ait une tierce qui monte au capital ou je m'égare complètement. Enfin, il ne faut pas que ça soit intrafamilial. Pardon? La différence entre LBO et FBO. Dans le LBO, il y a un tiers. Oui, bon, on peut faire c'est du LBO familial, on peut dire. Mais c'est quand même plus riche de dire un family buyout, parce que moi, je fais du private banking et puis je fais aussi de la gouvernance d'entreprise, Donc, faut pas rigoler, Oh, c'est marqué là, Bon, donc, voilà. J'emploie des termes que le client ne comprend pas et donc je facture plus cher. Donc, mais c'est comme ça, je comprends, c'est la vie des affaires. Moi, j'aime bien m'exprimer quand le client comprend tout. Bon. Et donc, c'est l'idée, comme, voilà, je donne l'entreprise à un enfant, à charge pour lui de verser une soulte à ses frères et sœurs. Alors, le gros inconvénient, j'ai été banquier dans ma jeunesse, et à un moment donné, j'intervenais dans une très grande école de commerce, et puis j'ai dit, il faut être fou pour faire du LBO familial. Et ils étaient tous là, c'était les spécialistes du LBO de la banque. Mince, ils n'ont plus fait appel à mes services. Mais j'ai aussi des compagnies d'assurance qui ne font plus appel à mes services, évidemment. Bon. Alors, l'idée, c'est que je donne l'entreprise à un enfant à charge pour lui de verser une soulte à ses frères et sœurs. On nous explique que l'entreprise, c'est fragile dans les 5 ans de la reprise. Et paf, je colle une dette sur la tête
du repreneur. Elle est bien bonne celle-là, tiens. Alors que les autres, ils touchent de l'argent pour se payer des îles en Bretagne. Histoire vécue, hein. Donc je dis, oh, c'est quoi la priorité là? C'est l'île en Bretagne ou c'est l'entreprise et le repreneur qui trime pour rembourser la banque? Donc je dis, moi, chez moi, pas de LBO. C'est une réalité, hein. Je ne l'ai jamais fait. Hein. Alors c'est une très bonne opération pour le conseil, c'est une très bonne opération pour la banque, mais pas pour le client. Je vais vous raconter une histoire. Alors je reviens, je sais plus si je parle du LBO familial, mais je en parle. J'ai un voisin. J'arrive à Nîmes, donc je m'installe, et puis il est sympa, il m'invite pour faire connaissance. Il n'a pas été déçu du voyage, enfin bref. Parce que j'ai coupé tous les arbres de ces branches qui venaient chez moi, plutôt que d'aller d'abord en justice, donc il n'était pas content, donc il a voulu se réconcilier, bon, merci. Et puis il me dit, je suis en train de faire un LBO avec tel cabinet d'avocats. Un LBO familial, j'ai 3 filles, je rentre dans l'entreprise. Et je dis, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Mais comme j'ai coupé les branches, il ne m'a pas écouté, je pense. Il l'a fait, et c'était la période du début du Covid, il a fracassé son entreprise. Non, déposé. Il en est mort 2 ans après. Qu'a vécu, hein. Alors, on me dit qu'il n'y a pas de cause à effet. Bah tiens, c'est le chef d'entreprise. Il était le commandeur, et il commandait ses 3 filles, hein, elles marchaient au pas, hein. Et c'était le commandeur. Voilà. Et il était reconnu par les voisins pour être redoutable, même dans les relations de voisinage. Bon, c'est pour ça qu'il n'a pas été déçu. Moi, j'ai un coupe-coupe chez moi. Enfin, bref. Et donc, il a fait, voilà. Mais jamais faire ça. Jamais. Enfin, jamais. Ne jamais dire jamais, hein. Mais je dis que le LBO, c'est très bien quand il n'y a pas d'enfant. Ou quand il y a 2 enfants, dont un repreneur. Ça passe éventuellement. Pourquoi? Parce qu'il va devoir emprunter la moitié de la valeur de l'entreprise, quand même. Donc, ce schéma-là que je vous montrais peut être une alternative. Et en termes de valeur, vous connaissez, c'est que moi, je préconise de faire entrer les enfants au capital de l'entreprise dès le plus jeune âge. Mais là, je me heurte à des incompréhensions, mais incompréhensibles, hein, d'ailleurs. Pourquoi? Parce que les enfants sont petits. Mais c'est pas parce qu'on est petit qu'on est con, ou qu'on est grand qu'on n'est pas con. Enfin, ça se mesure pas comme ça. Donc, plus je mets les enfants au capital, plus je transfère les valeurs, plus je transmets les valeurs de l'entreprise. Donc, plus j'ai des chances d'avoir un enfant repreneur. Ah. Bon, bref. Donc, il peut y avoir ça. On l'a vu d'ailleurs. Et si j'ai des holdings à l'IS, on a vu des holdings à l'IR, on a vu dans un cas précédent où l'enfant repreneur pouvait éventuellement passer à l'IS pour acheter les parts de l'enfant non repreneur. Mais donc je peux avoir ce schéma-là, hein, qui figure à la dernière ligne ici. Donc j'ai ma société opérationnelle, et puis j'ai ma holding à l'IS de l'enfant repreneur. Et pour les enfants non repreneurs, ils peuvent détenir des titres directement, hein, mais au final, peut-être aussi détenir au travers de sociétés familiales avec une société par enfant, par exemple. Ou pas, ou une société pour l'ensemble de la famille, qui pourra éventuellement ensuite opter pour l'IS, au choix de mon enfant. Et vous voyez qu'à un moment donné, eh bien, la société civile ici, je mets tout le monde au capital et je peux autoriser, parce que je suis quand même le chef de famille, hein, je peux autoriser éventuellement aux sociétés civiles de vendre les titres à la holding de mon enfant repreneur. Donc ici, IS, je vais être dans la chronologie d'ailleurs, je reviendrai sur ce traitement du cas, hein, concret, je vais être dans la chronologie apport. J'apporte 1/3 de l'entreprise à une holding, ma holding, SAS, ou société civile, mais plutôt SAS, parce que ça va être l'enfant de leur repreneur, il a l'esprit d'entreprise. Je mets des actions de préférence. Oui? Donc on est en report à ce stade. Oui, absolument. Vous voyez? Absolument. Là, on est en plein report d'imposition.
je signe un pacte du travail, la holding vient d'être créée, c'est elle qui doit signer le pacte, elle ne peut pas être animatrice, elle vient d'être créée. Et ça va être ensuite donation du travail. Je donne les titres de la holding avec le bénéfice du travail. Et comme j'ai les contraintes du report 5 ans, la donation efface la plus-value en report, mais j'ai les contraintes du travail de 6 ans. Donc il faut absolument intercaler le report d'imposition dans le pacte du travail. Et la règle, c'est aucune opération sur titre. Et là, ça ne me gêne pas, la donation va effacer en plus-value en report d'imposition dès lors que le donataire conserve les titres 5 ans, durée inférieure au pacte du travail. Entre-temps, j'ai pu faire, pendant la durée du pacte du travail, je peux procéder à des répartitions inégalitaires du dividende de la société opérationnelle en faveur de la holding de l'enfant repreneur. Je peux avoir figé la valeur de l'entreprise en disant voilà, elle vaut 100, je vais vous racheter à la valeur 100. Mais je vais peut-être la diminuer la valeur par une répartition inégalitaire du résultat. Je vais prévoir dans les statuts de la FIE des répartitions également d'une distribution en titres. Si j'ai un dividende et je fais une distribution en titres ici et en espèces éventuellement ici, mais ici je peux leur couper la répartition inégalitaire, vous voyez bien que j'accrois la participation de l'enfant repreneur. Donc il aura moins d'efforts parce qu'il aura peut-être vocation à racheter les titres détenus par les sociétés des enfants. Donc il aura moins à racheter. Mais vous voyez que je ne lui ai pas d'abord collé une dette dès le départ, comme le LBO familial. La dette, elle viendra éventuellement après les 6 ans, puisque aucune opération sur titre pendant 6 ans. Les sociétés civiles des enfants non repreneurs pourront ensuite vendre. Mais il y a une trésorerie qui a été constituée ici. Il y a peut-être une dilution des sociétés des enfants non repreneurs au capital par une distribution en titres. Vous voyez ? Et peut-être qu'il pourra compléter éventuellement, si j'autorise la société civile à vendre à la holding de l'enfant repreneur, peut-être qu'il y aura peut-être à compléter par un emprunt. Mais en tous les cas, pas une dette de 2/3. Dans la LBO familiale, si je transmets l'entreprise, j'ai 3 enfants à un repreneur, on voit bien que on va créer une holding du travail, c'est encore. Vous allez voir que tout le monde plonge sur des dispositifs fiscaux. Je vais vous donner un exemple. On nous dit, l'apport cession. Oui. Et quand on parle du travail, tout le monde dit, non, c'est donation apport. Vous voyez que c'est plus la logique des opérations qui guide, c'est le texte fiscal qui va guider les spécialistes à se conformer au texte fiscal. Apport cession, vous savez, j'apporte IS à IS en report d'imposition. Et dans le LBO familial, c'est le contraire. On dit qu'il faut faire le contraire. Pourquoi ? Parce que le texte fiscal est ainsi rédigé. Il n'y a plus aucune logique économique. On rentre dans l'application du texte fiscal. On nous dit qu'il faut donner d'abord à l'enfant repreneur. Et l'enfant repreneur, donc on est dans la chronologie ici, apport, donation. Et ici, on est dans la chronologie, ici, donation, apport. Pourquoi ? Parce que c'est le texte fiscal qui l'impose. Mais il ne faut pas que ce soit un texte fiscal qui guide la gestion de patrimoine de vos clients. Vous avez des clients qui vous disent « je vais donner à hauteur de 100 000 euros. Donc je dis, c'est très intéressant ce que vous me dites, parce que compte tenu de la taille de votre patrimoine, il faudra 251 ans pour le transmettre, avec un abattement à 100 000. Alors si ça vous aide à vivre plus longtemps, allez-y. Mais je doute fort que ça se réalise ainsi. Vous voyez ? Avec un peu d'humour, il faut un peu dépasser, parce que quelquefois on s'enferme dans des raisonnements à la con. Mais là, on s'enferme dans des raisonnements dans les textes fiscaux. Pourquoi ici apport donation et ici pourquoi donation apport Donc vous voyez que alors,
On me dit je suis provocateur, je ne suis pas provocateur. J'ai dit que oui, c'est vrai, je n'utilise pas le dispositif fiscal de la donation-apport, je préfère recourir ici à l'apport-donation. Parce que je ne veux pas coller une dette ici. Si l'enfant crée une holding pour racheter, pour payer la soulte aux frères et sœurs, eh bien, il va falloir qu'il emprunte, si l'entreprise vaut 100, il faudra que la holding emprunte 66, alors qu'il n'a que 33 de fonds propres. Il faut être cinglé. Moi, j'ai commencé ma carrière bancaire, la première chose qu'on m'a dit, attention, hein, Henri, hein, fonds propres sur dette, au moins égal à 1. Et là, et paf, on y va régulièrement. Ah bah oui, c'est 781B, 787B, il y a F. Faut arrêter. Et l'entreprise, comme mon voisin, va au tapis. C'est exactement, il y a les 3 filles, là. Elles pleurent. Voilà. Je ne sais pas si elles pleurent le père ou l'entreprise. Enfin, j'en sais rien. Je n'ai pas demandé. Bon, on n'a pas de relation suffisamment intime pour que je puisse me permettre. Vous voyez le truc? Donc on peut tout faire, tout est malléable. Voilà. Vous voyez, tout est malléable. Après, c'est un jeu de mécano. Une fois qu'on a un peu l'ingénierie patrimoniale, voilà, et on a une vision d'ensemble. Une vision d'ensemble. Et je motive. Et le gros avantage ici, c'est en plus que ici, je donne toute l'entreprise à mes 3 enfants. Alors il y en a qui vous disent, ben non, vous allez vendre en partie et départ à la retraite. Et Kalachnikov, hein. Vous avez compris chez moi. Hein. Alors, je me suis désabonné de la revue qui faisait ça. Et puis comme j'avais une certaine notoriété déjà à l'époque, ils me disaient, ah, M. Rial, poursuivez votre abonnement. J'ai dit, non, moi, je ne cautionne pas l'incompétence. Voilà. Non, c'est comme ça. Hein. Et donc ici, je donne toute l'entreprise à mes enfants. Et donc je n'ai plus rien pour vivre, sauf si j'ai constitué un patrimoine à côté. Mais l'entreprise, elle va dans le mur. Et le repreneur, il fait la gueule. Il doit bosser pendant 8 ans pour rembourser la banque. Et on verra que la rentabilité de l'entreprise doit être de l'ordre de 20% l'an pour passer. Je ne fais pas, moi. Et on me dit que la reprise, les 5 années, sont les plus difficiles. Et on rajoute un problème à l'enfant repreneur. C'est complètement dingue. Je trouve que c'est complètement anti-économique. Enfin, c'est révoltant. Non, d'abord. Non, mais c'est vrai. Enfin, c'est... Voilà. Et on entraîne nos clients à des pièges comme ça. Parce que, si j'ai loupé un truc, mais là, dans le cas présent, en faisant un FBO, bon après, ok pour les inconvénients, mais le chef d'entreprise, dans ce cas-là, il récupère du cash quand même en faisant ça. En faisant ici, il est où le cash? Bah, mais il va bien là, dans le cas présent. Il a donné à son fils enfant repreneur. Il n'y a aucun cash. Justement. Oui, justement, donc c'est justement, voilà, c'est ce que vous avez encore anticipé, ce que je voulais dire, c'est que, et là, regardez, la société civile, elles ont vendu leur participation au rythme que j'aurais choisi, mais avec des liquidités dedans. Certes, les sociétés civiles appartiennent à mes enfants, mais c'est moi qui ai la jouissance du patrimoine détenu par la société. Quand j'annonce ça, je forme pas mal d'experts comptables, hein, j'ai toujours quelques ordres. Il y en a qui me lâchent d'ailleurs maintenant. Hein. Non, mais je fais pas plaisir, c'est comme ça, mais j'y peux rien. Je suis pas là pour faire plaisir, sauf à mes clients. Mais l'idée, c'est qu'ils me disent, mince, j'avais jamais pensé. On était toujours dans la possession. Ah bah maintenant, ça y est, j'ai compris quoi. Hein? Je dis pas qu'il faut abandonner l'un. Vous voyez que là, j'ai la juxtaposition des deux. Parce que là, je ne vais pas faire donation, apport, comme le permet le pacte d'Utreil. J'apporte, j'organise la gouvernance, vous voyez, ça ne me gêne pas d'avoir les contraintes du report d'imposition parce qu'elles s'inscrivent dans celles du pacte d'Utreil qui sont encore plus dures, coucher, pas bouger. Donc, ça ne me gêne pas d'avoir les contraintes du report ici. Puis je ne suis pas un apport cession. Je n'ai pas de produit à vendre. J'ai à vendre la pérennité de l'entreprise. Et donc, j'ai le temps ici, je fais apport à une holding qui doit être signataire du pacte d'Utreil. Donc, c'est vrai que ça demande un peu une réflexion en amont. Il faut que je crée ma holding avant la signature du pacte d'Utreil.
c'est elle qui va signer pour un titre sur le pacte de trade, après je ferai apport. Bon, mais je peux déjà organiser la remontée inégalitaire du dividende. Je n'ai pas à attendre ici donation-apport. Et vous voyez que les textes fiscaux vous poussent à faire l'inverse de la solution d'ici. Pour qui? Pourquoi? On ne sait pas. Hein. Voilà. Donc on sort des textes fiscaux. C'est pour ça que je dis souvent un texte fiscal, il ne faut jamais poser la question du pourquoi. Une instruction fiscale, par nature, c'est con. Et il y a de l'interprétation qui s'ajoute au texte. C'est le pouvoir de l'administration, qui peut être combattu, mais faut-il que le client... moi, je commence un peu à défendre. Hein. J'agis, voilà. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, je sors ma Kalachnikov maintenant. Il y en a qui me disent « Ah, monsieur, regarde doucement. » Je dis « Attendez. » Et ça marche. Il faut aboyer de temps en temps. Quand c'est appuyé par les textes. Hein. Là, j'ai des remarques. On me dit où est le texte? Quel texte? Donc je perds du temps. Le client me demande, mais je perds du temps, mais non. Par l'incompétence. Non. C'est bon comme schéma? Oui, très bien. J'avais juste une question sur le schéma d'avant, je suis désolée. Non. Au contraire. Vous savez, plus j'ai de questions, plus je me repose. D'accord. Et plus ça, je vais en profondeur dans mes exemples parce que c'est que je n'ai pas été bon dans mes explications. Donc, c'est pas vous excuser, c'est je vous remercie. Je retourne sur mon cas, j'avais la holding qui détient 6% de la société opérationnelle. Donc, je fais mes donations pour les enfants sur la société opérationnelle. Donc, ma holding, c'est la banque. Et la holding détient 1% de la SCI Alière où j'ai logé mes bâtiments. Ouais, alors j'ai coutume, plutôt que de mettre du 1%, j'ai coutume je mets du 6% partout. D'accord. C'est pour l'effet cosmétique, quoi. D'accord, ok. Plutôt que de dire 1%, mais là je révise le régime Murphy, donc il faut que c'est au moins 5%. Je ne suis pas calculateur, je mets 6%, parce que j'explique qu'il est impératif je vous ai coupé la parole, je vous réécoute après. Il est impératif que la participation de la holding dans la société soit minoritaire. Pourquoi? Parce que je veux transmettre un patrimoine par enfant. Donc, ici, je ne sais pas encore si j'ai un enfant repreneur, donc je les mets tous les deux au capital directement de l'entreprise. On verra. Et ici, comme je veux leur transmettre tout de suite, leur constituer un patrimoine, un par enfant, donc j'ai un esprit collectif jusqu'à qu'un enfant repreneur émerge. Et ici, j'ai un esprit individuel et ma holding, un esprit collectif pour préserver les valeurs familiales. Toc toc. Cocorico la France. Je vous écoute. Et du coup, dans ma SCI qui est à l'IR, qui détient mon immobilier d'exploitation, oui. Comment il va sortir de l'IFI? l'IFI, du coup. Oui, alors merci. Donc j'allais y revenir quand j'allais aborder l'IFI, mais effectivement, comme conséquence fiscale, si mes enfants n'exercent pas de fonction de direction dans l'entreprise, l'immobilier seront éligibles ici à l'IFI. Okay. Voilà, merci. Mais l'avantage fiscal est tellement puissant, il sera à l'IFI, mais l'IFI des enfants, hein, puisque c'est les enfants qui détiennent l'immobilier. Donc ce sont les enfants qui payeront leur IFI. Hein. C'est plus l'IFI, l'affaire de l'IFI. Alors ils sont à l'IFI, mais à l'IFI payable par les enfants, puisque c'est eux qui sont propriétaires de la quasi-totalité du capital de la société civile à l'IR. Hein. On est d'accord? Oui. Oui, mais ils sont mineurs, donc ça sera à l'imposition. Alors, oui, ils sont mineurs, donc ce sera à l'imposition du contribuable, sauf si le contribuable exerce, donc on n'est pas à l'IFI tant qu'ils sont mineurs. Pourquoi? Parce qu'on va voir qu'il y a deux exonérations à l'IFI. Il y a soit l'immeuble est inscrit à l'actif de l'entreprise, donc là il n'y est pas.
Non. Donc, on aura l'autre exonération 967 du Code général des impôts, dans laquelle l'immeuble est loué à la société d'exploitation, et à ce moment-là, on aura l'exonération partielle à hauteur de la participation du chef d'entreprise dans la société opérationnelle, dès lors qu'il exerce une fonction de direction, conditions de rémunération et conditions de détention. Mais l'EFI, vous avez raison, mais l'EFI devient, quand vous faites le calcul, alors l'EFI a un effet psychologique, c'est sûr, mais pour être sûr d'avoir l'exonération IFI de l'immobilier, il est impératif que l'immeuble soit inscrit à l'actif de l'entreprise. Oui, mais souvent, c'est pas. Bah, c'est pas forcément, enfin, sauf si l'immobilier est partie intégrante de l'exploitation et qu'elle est invendable sans l'exploitation. Je prends l'exemple d'élevage de poissons avec les bassins. Bon, quoique. Donc là, oui. Mais autrement, ou alors quand vous êtes sûr de faire des moins-values sur l'immobilier. Mais autrement, ne pas inscrire l'immeuble à l'actif de l'entreprise. Sauf pacte du Dutreil. Sauf, voilà, l'hôtel. Je reviendrai à l'exemple. Hein. L'hôtel, les murs valent 10 millions, l'exploitation vaut 500 000 ou même 1 million. On peut avoir le Dutreil sur 1 million, mais pour avoir le Dutreil sur les 10 millions, il faut inscrire l'immeuble à l'actif de l'entreprise. Là, il n'y avait pas d'autre solution parce qu'il y a un enfant unique. Si on ne pouvait pas avoir le Dutreil sur les 10 millions, il fallait vendre tout, quoi. Et le chef d'entreprise, vous le mettez à quel pourcentage dans la SCI? 1%. 1%. Et au niveau de la holding? 1%. 1% aussi. Ouais. Et le reste, c'est les enfants? Oui. Oui, oui. Je vais jusqu'au bout de la transmission. Ok. Et j'ai plus les AGO, les AGE, tout ça, c'est out, quoi. Il faut être certain d'attribuer tous les pouvoirs, c'est la volonté du chef d'entreprise, hein, au chef d'entreprise, sans qu'il puisse être importuné. Donc, voilà. Donc, la prochaine étape, c'est la rédaction des statuts, hein, pour vous. Hein. Non, je plaisante, mais... Moi, je veux bien, oui. Faut y aller, quoi. Enfin, j'en sais rien, mais... moi, j'y suis allé. Vous savez pourquoi j'y suis allé? C'est pas pour des questions de rémunération. Je suis pas... je suis d'abord un intellectuel, hein. Et donc, je me suis dit, il faut bien servir mes clients. Quand. Et quand je voyais que les statuts, tout ça, beau, je me dis, non, ça va pas. C'est pas ce que le client veut. Si je veux aller jusqu'au bout de la transmission pour œuvrer à la pérennité de l'entreprise, voilà, il faut vraiment des statuts béton. Et c'est ce qui m'a conduit à les écrire. Hein. Alors, quelquefois, je mets 1 jour, et puis quelquefois, je mets 10 jours. Ça dépend de mon inspiration, puis ça dépend de la complexité du sujet. Allez, holding à l'IS, holding à l'IR. Donc, voilà. Ce n'est pas le texte fiscal qui me doit conduire sur mon choix. Voilà. Et bien souvent, hein, là, j'ai fait une étude là récemment. Je vais dire, j'ai fait, alors, 1, les objectifs du client. 2, l'organigramme. Enfin, l'organigramme, l'arbre généalogique et la situation familiale. Voilà. Et tout de suite après, j'ai dit orientation yes ou IR. C'est la première fois que dans une étude, j'aille aussi vite directement sur le choix. Hein. Mais c'est des orientations. Une fois que vous prenez l'IS, ça y est, c'est râpé, quoi. Donc, il faut réfléchir. Et donc, c'est quoi l'orientation? IS ou IR ou les deux? Donc, ça fait réfléchir aussi sur les projets de vie. Donc, IS, donc on a vu, hein, apport, cession, report d'imposition, régime Murphy, régime des titres de participation, et régime de l'intégration fiscale éventuellement, et régime de fusion-absorption. IS, IR, 238 bis K du Code général des impôts, la société à l'IR suit les règles de l'IS. Pour la part des bénéfices, et non pas du capital. Et IR, la holding est à l'IR, qui détient les titres de l'IS, semi-transparence fiscale, on a l'imposition comme s'il n'y avait pas de société civile à l'IR. Et IR, on peut s'interroger sur la pertinence fiscale.
Ça coûte cher, mais il peut y avoir une justification économique, notamment d'apporter... il y a aussi la forme juridique. Pourquoi? Parce que si c'est une société civile, chez moi, société civile à l'IS ou SAS. Hier, société civile à l'IR. IS, société civile ou SAS. Et parmi les critères de choix, eh bien, ça va dépendre aussi du contrat de mariage ou de l'absence de contrat de mariage de client, parce que sinon, eh bien, si c'est une société civile, le conjoint peut à tout moment revendiquer la qualité d'associé. Donc ici, hier, c'était une femme qui était très revendicatrice, voilà, et le statut, l'objet social des sociétés civiles faisait une page. Donc, le pouvoir du gérant, c'est l'objet social. Voilà. Et il y avait une co-gérance, donc monsieur, madame, sinon, il avait la majorité des droits de vote. Et les décisions étaient prises à la majorité des droits de vote. Et dans l'objet social, ils n'avaient pas prévu l'apport à une holding. Donc, j'ai fait apporter à une société civile allière. Bon, il n'était pas encore divorcé, donc il a demandé 1 000 € à ses parents pour que la société soit un bien propre. Il a fait apporter les parts de la société civile allière ici à sa société civile. Et du coup, eh bien, il avait écarté les pouvoirs néfastes, négatifs du conjoint commun en bien. Ah, mais c'était le seul cas où j'ai fait hier. La problématique, on a vu les deux grands inconvénients des plus-values professionnelles BIC, BNC, BA, bénéfices agricoles. C'est, je le rappelle, donc 1, la totalité du revenu net est imposée à la rémunération et aux charges sociales. Donc on ne préserve pas la trésorerie, contrairement à l'IS, puisqu'on n'est imposé que sur la rémunération prise par la gérance ou le président. Le deuxième inconvénient des plus-values professionnelles, là encore, il est majeur pour moi, c'est que, sauf exception, notamment quand j'ai un enfant repreneur qui s'engage à poursuivre l'exploitation pendant 5 ans, eh bien, j'ai aucun dispositif qui efface une plus-value ou en report ou en sursis d'imposition. Donc j'ai des dispositifs de report d'imposition, donc la seule sortie possible, c'est la vente en exonération totale de la plus-value, mais ça ne concerne que les toutes petites entreprises. Donc voyons éventuellement comment sortir. Mais de toute façon, quelquefois, ça va aboutir tout simplement à la vente. Mais attention à la vente, parce que bien souvent, les clients, la vente, c'est à peu près ce qui est pratiqué par l'ensemble des professions libérales, de la santé notamment, la vente, le cash-out, le cash-out. Et pourquoi? Parce qu'ils disent, eux, c'est des personnes qui vivent, qui ont un train de vie quelquefois un peu d'enfer, le plus souvent. Et donc, les liquidités, ils n'en ont jamais assez pour acheter la Ferrari rouge. Bon. Donc ça, je conçois que oui, ils sont dans une vision très court terme. Mais ce à quoi ils ne pensent pas, ou qu'on oublie de leur dire, c'est que quand ils vendent à leur société, il faut que la société emprunte auprès de la banque. Et ils se rendent compte que la trésorerie de la société va être amputée du remboursement du crédit bancaire. Et quand ils sont dans le système, bien souvent, ils disent « Ah, on ne me l'a pas dit ». Bon, peut-être qu'on leur a dit, mais ils ont oublié. Mais l'idée, c'est que ce n'est pas forcément une bonne affaire, la vente. Bon, je dis ça, mais c'est ce que je viens de proposer à un client pour passer à l'IAS.